après avoir enquêté d'une manière très poussée, eh bien, ils annoncent 12 000 Iraniens ont été massacrés, surtout au moment du jeudi et vendredi dernier. D'accord. Ok. 12 000. D'accord. Et donc, effectivement, il s'agit d'un des crimes contre l'humanité, si vous voulez. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien, bienvenue à ceux aux 500 000 abonnés de notre chaîne YouTube, mais également aux abonnés de l'application. Je rappelle toujours, c'est un rituel, vous le savez, aux abonnés YouTube qu'il existe aussi l'application Omerta. Je les encourage vivement à aller faire un tour, à s'abonner à cette application également. Pour votre information, le dernier numéro du magazine Omerta est disponible actuellement en kiosque. Donc vous pouvez le trouver dans 5000 kiosques en France. Donc vous avez voilà, ces 3 déclinaisons d'Omerta. C'est important parce que souvent on pense qu'il n'y a que la chaîne YouTube, mais non, il y a beaucoup d'autres activités. Voilà. Nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, on va parler Iran, c'est l'actualité. Actualité très lourde, et je reçois pour cela Didier Idjadi. Bonjour, Bonjour. Monsieur. Je vous présente, vous êtes sociologue au CNAM et à l'université Gustave Eiffel, donc universitaire, et vous êtes réfugié politique iranien. Nous allons passer une demi-heure, 3/4 d'heure à essayer de décrypter ce qui se passe actuellement en Iran. L'Iran vient de vivre 10 jours de soulèvement. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons ? À l'heure où nous parlons, je viens d'avoir une information depuis ce matin qui a été traitée et diffusée par une des chaînes d'information iraniennes basée à Londres, qui s'appelle Iran International, et donne le chiffre global concernant donc le nombre de tués, assassinés là. Donc, après avoir enquêté d'une manière très poussée, eh bien, ils annoncent 12 000 Iraniens ont été massacrés, surtout au moment du jeudi et vendredi dernier. D'accord. Okay. 12 000. Et donc, effectivement, il s'agit des crimes contre l'humanité, si vous voulez. Et le régime, aujourd'hui, au départ, il a coupé tout pour pouvoir justement massacrer, si vous voulez. Et puis ensuite, tous les liens sont effectivement coupés, l'Internet est coupé, les téléphones fixes sont coupés également. Et donc, vous arrivez à parler à des gens là-bas ? On n'arrive pas. Mais depuis ce matin, visiblement quelques lignes pour nous appeler à l'étranger. On peut appeler à nouveau. Oui. Enfin, nous, on ne peut pas appeler, mais on peut éventuellement avoir des appels. D'accord. Alors, donc, effectivement, ce qui est bien évidemment inquiétant, mais surtout en Iran même, tous les contacts qui passaient par le système Internet, etc., c'est coupé. D'un point de vue économique, les relations sont complètement coupées. Et voir également des dysfonctionnements, on a entendu, au niveau donc, des hôpitaux, etc., etc. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, le régime, après avoir massacré autant d'Iraniens, il a organisé hier sa manifestation de soutien en mobilisant ses partisans, et que donc, si vous voulez bien, si vous le désirez, après on peut en parler. Et donc aujourd'hui, eh bien depuis hier soir et encore aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du régime annonce qu'effectivement on peut négocier
avec les Américains. Ça a été évoqué par un autre responsable. Alors, on va y venir à cette négociation, on va y venir. Je voulais savoir avec vous, l'Iran a connu quand même dans son histoire récente de multiples soulèvements populaires. Comment jaugez-vous les derniers événements à l'aune des précédentes mobilisations? Je parle de celle de 2022 et puis celle qui reste un petit peu le symbole, la plus importante en 2009. Exactement. Si vous voulez, révolution islamiste en Iran en 1979. Oui. D'accord. Et ensuite, pendant une période qu'on appelle la période d'illusion. C'est-à-dire la situation était plutôt calme, donc le régime était installé et donc il y avait la guerre une Iran-Irak certaine... quand même. Voilà, bien sûr. Après la guerre alors. Après la guerre, Okay. absolument. Donc on arrive à cette manifestation de 2009. Ouais. Et là, c'était une première manifestation importante avec la participation de plusieurs millions d'individus dans les rues en contestant donc la tricherie, disons, de l'époque de Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, en disant qu'effectivement, ils ont volé notre vote. D'accord. Et puis, ça a été réprimé massivement par le régime. Et puis, ensuite, il y avait d'autres manifestations et tout ça. Et on arrive, si vous voulez, il y a à peu près 6 ans, et là où il y avait l'augmentation du prix de l'essence, eh bien là, qu'est-ce qu'il a fait le régime? À nouveau, donc les gens se sont manifestés dans les villes et le régime a fermé totalement l'Internet. Selon des sources valables, eh bien, le régime a tué entre 1000 et 1600 personnes. Et puis, on arrive l'an, disons, de 2022, si vous voulez, avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, ou Mahsa Amini, et que donc, dans cette contestation, il y avait beaucoup de blessés, mais également tués, et selon les chiffres, le nombre de personnes tuées, c'est entre 560 à 600 et quelques. Donc pour vous, ce soulèvement est le pire? C'est un événement à la fois d'un point de vue de la répression, c'est véritablement le pire, mais également du point de vue de ce qui se passe à l'intérieur donc, de la révolution, dans l'analyse effectivement de ce mouvement-là, c'est à la fois de la continuité de la femme, vie, liberté, mais également avec une nouvelle dimension qu'on peut expliquer. Alors, beaucoup d'observateurs, de dirigeants, à l'image ce matin du chancelier allemand Friedrich Merz, disent ne donner plus que quelques semaines au régime. Pourtant, on se souvient qu'en 2022, on avait entendu aussi ça. Souvent, on annonce la fin du régime et pourtant, il reste. Qu'en 2022, c'était quasiment acquis. C'était il y a 3 ans, 4 ans. Quel est votre avis, en fait? Est-ce que sur la solidité du régime? Bien évidemment, il y a un désir profond, un souhait profond de la part des Iraniens pour en finir avec le régime islamiste au pouvoir. Mais en même temps, en analysant concrètement à partir des données, si vous voulez, c'est vrai que là, le mouvement le plus, disons, puissant, car 2009, ce n'était pas un mouvement qui, disons, pour dire non à la République islamique. Là, c'était, en quelque sorte, qui cherchait de la réforme, de la correction. Là. Oui. Mais tandis qu'avec la Révolution Femmes, Vie, Liberté, on a véritablement un mouvement qui conteste l'existence même du régime et qui s'est développé dans beaucoup de villes et avec beaucoup de sacrifices également. Là. Et donc, à l'époque, on pensait que le régime allait tomber aussi. Mais le régime a continué encore là. Aujourd'hui, si vous voulez, là, le régime islamiste en Iran, dès le départ, avait 2, disons, mécanismes fondamentaux là, pour son pouvoir. Un, le mécanisme idéologique et religieux et la conviction partagée dans la société et avec l'ensemble de ses médias, l'ensemble, disons, de ses moyens de propagande, et qui, d'une certaine manière, marchait pour un certain temps. Mais aujourd'hui,
ce mécanisme, effectivement, véritablement n'est plus efficace du tout. C'est-à-dire, l'islam politique, effectivement, en Iran, c'est fini. C'est en recul. En recul net. Fréquentation des mosquées qui Fréquentation des mosquées, en chute. Également, vous voyez également... Port du voile également, mais apparemment le régime a un peu laissé tomber pas mal de choses. Exactement, parce qu'obligé, car il veut bien encore réprimer, mais également dans les valeurs, dans la société, mais également dans les slogans. Aucun slogan favorable avec une connotation religieuse, etc., etc. Bon, donc le seul élément qui restait pour le régime, c'était la répression. Là. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé effectivement avec ce mouvement-là, c'est de la répression pure et simple. Et que donc, est-ce que ce régime-là, ça va continuer encore? Il y a plusieurs phénomènes, si vous voulez, là. Un, la solidité, malgré la répression, la solidité et la continuité encore du mouvement. Car malheureusement, on n'a pas des informations pour vérifier, disons, la réalité donc, de ce mouvement-là. Est-ce que malgré la répression, ça continue dans les villes ou pas, et comment, etc. Deuxième élément, c'est effectivement ce qui est absolument indispensable, les problèmes à l'intérieur donc, des forces militaires donc, du régime. Est-ce qu'il y a des mécanismes, disons, on a entendu des éléments comme quoi ces forces, pour certains niveaux, a été déstabilisées. Il y avait des hésitations, etc. Mais néanmoins, on ne connaît pas l'étendue effectivement du conflit ou des problèmes au sein de ces corps militaires. Et enfin, le troisième point, c'est, disons, la position américaine et qui a été dit à plusieurs reprises par le président américain qu'on va aider les Iraniens. Là. Alors, les Iraniens ont toujours dit, et pour une grosse partie de la population iranienne, effectivement, on ne souhaite pas une intervention au sol pour nous sauver, etc. Mais néanmoins, ils attendent toujours un geste, si vous voulez voir une politique. Pour certains disent des frappes bien ciblées, et pour d'autres qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais qu'il y ait effectivement de l'aide et de la part aussi des Américains. Alors, le problème, c'est que Donald Trump, là, étudie plusieurs scénarios, notamment l'idée de frapper l'Iran. Alors, est-ce que, selon vous, c'est souhaitable ou est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de souder les Iraniens face à l'adversité venue de l'étranger? On sait que les Iraniens sont assez revêches par rapport aux interventions, vous venez de le dire. Celle de la guerre des 12 jours n'avait pas apporté... On entendait Benjamin Netanyahou appeler les Iraniens à se libérer. Ça ne s'est pas produit et au contraire, des signes montraient que le régime avait réussi à capitaliser là-dessus. C'est vrai qu'on attendait... Est-ce que ça peut se repasser? Oui, absolument. Et donc, effectivement, pendant la guerre de 12 jours, malgré la satisfaction de beaucoup d'Iraniens et tout ça, mais quand même une partie de la société iranienne, mais également dans l'opposition iranienne. Oui, même des réformateurs. Et il y avait des réformateurs, mais également une partie de la gauche iranienne. Et également, là, il y avait ce phénomène-là qui condamnait effectivement l'intervention américano-israélienne comme une ingérence donc, dans le pays, en disant qu'effectivement, on n'est pas d'accord avec cela. Mais néanmoins, le régime a profité de cela pour dire qu'il y avait donc de nouveaux alliés. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, face à l'ingérence américaine, eh bien, les gens, ils ont, disons, choisi la patrie et donc le système tel qu'il est. Et aujourd'hui, si vous voulez, il peut y avoir ce même type de phénomène qui peut se manifester là. Mais on a quelques indications comme quoi, si effectivement on a des éléments, enfin des frappes très très ciblées, c'est-à-dire, par exemple, sur le système de sécurité du régime, comme par exemple le système, disons, Internet et puis le système donc, informatique du régime dans les points les plus sensibles, le système de commandement, exactement, le système de commandement, etc., eh bien, les Iraniens, ils sont plutôt partants. D'accord. On parle beaucoup de la figure de Reza Pahlavi. On le voit beaucoup s'exprimer, on ne l'avait pas vu depuis un moment. Alors je cite un de vos confrères, Karim Émile Bittard, qui dit que si on parle de Reza Pahlavi, c'est parce que l'opposition
il y a un vide dans l'opposition, qu'il y a peu d'autres visages connus, qu'elle est très morcelée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une alternative crédible au gouvernement actuel? Écoutez, moi, personnellement, je suis républicain. D'accord? Vous n'êtes pas venu dans les bagages du chat? Non. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'étais contre le régime du chat. D'accord, ok. Donc, Donc, et aujourd'hui, non plus, je ne suis pas monarchiste. D'accord. Je suis Très bien. effectivement Très bien de républicain. oui. Là. Mais néanmoins, face à ce régime-là, une barbarie sans précédent, effectivement, que faire? Alors, la situation est la suivante. En Iran, eh bien, impossible de créer des organisations et des partis, car systématiquement, cela est détruit par le régime. Il existe beaucoup de personnalités, à la fois en prison, mais également à l'extérieur de la prison, qui sont très, très valables, avec des grandes qualités, mais cela n'est pas suffisant pour le pilotage d'un grand mouvement. Nous avons à l'étranger, à peu près, moi j'ai fait des enquêtes, et donc j'ai fait également une dizaine d'ouvrages en persan. Eh bien, à ce niveau-là, on constate qu'il existe une cinquantaine de groupes et de partis politiques. Là. Mais aucun de ces partis... Parfois opposés, d'ailleurs. Parfois, bien sûr, dans les différentes tendances politiques, à la fois monarchistes, républicaines, démocrates, patriotes, ethniques, etc. etc. D'accord? Mais 47 ans s'est passé. Aucun d'entre eux. Et pourtant, mon souhait profond en tant que citoyen également, qu'il y ait un rapprochement entre une partie de ces mouvements-là. Même si j'étais sollicité par beaucoup d'entre eux pour que j'intègre telle ou telle organisation, j'ai dit toujours non, car moi je suis autonome universitaire et pour garder ma liberté d'esprit. Alors donc, la situation c'est ça. Depuis, si vous voulez, les Iraniens en interne, mais également à l'extérieur, ils connaissaient bien évidemment Reza Pahlavi, car c'est le fils de la famille, la dynastie Pahlavi. Et pendant, disons, son exil, si vous voulez, essentiellement aux États-Unis, de temps en temps, ils se montraient, mais depuis à peu près la révolution Femme-Liberté, il a commencé à contacter un certain nombre de groupes politiques, de personnalités politiques iraniennes en exil, pour qu'il y ait une tentative pour autour de sa personne. Voilà, autour de sa personne. Mais cela a été fragile, a été cassé. Et depuis quelques mois, il a commencé à avoir une démarche très active, à la fois en direction donc, de l'Iran, les Iraniens en Iran, mais également à l'extérieur, si vous voulez, mais d'une autre manière, en fait. Là. Par exemple, il y a quelques mois, il a organisé un grand séminaire en Allemagne, et donc il a pu rassembler à peu près, selon leur dire, dans les 400 personnes, disons, dans d'opposition iranienne. Voilà, que des en Iraniens, exil. Là, avec des courants à la fois monarchistes, mais également en partie des républicains. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'était sa volonté. Et on constate que on constatait dans certaines manifestations en Iran, eh bien, un des slogans, c'était « Reza Shah Ruhat Shad », c'est-à-dire Reza Shah, c'était son grand-père. Bien sûr. Et il y avait un certain respect vis-à-vis de Reza Shah, qui avait joué un rôle dans la modernisation et pour également un petit peu réduire le pouvoir donc, des religieux là. Et on constate qu'effectivement, depuis quelques semaines, si vous voulez, en Iran, dans les slogans, il y a sans arrêt, pas tous les slogans, mais un certain nombre. Donc il y a des slogans tels que mort à Khamenei, mort au dictateur, ni Gaza, ni Liban, je me sacrifie pour l'Iran, abat la République islamique, liberté, liberté, tout ça. Mais également la dynastie Pahlavi, ça revient, mais également Javid Shah, etc., etc. Donc il y avait une nouvelle situation, si vous voulez. Et quand Reza Pahlavi a lancé des appels pour le jeudi et le vendredi, en demandant aux Iraniens de descendre dans la rue, et cela a été
écouté et entendu, si vous voulez, là. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement, je pense, d'une situation là où il y a l'émergence d'un leadership, si vous voulez, qui est peut-être récent, bien sûr, c'est récent, mais dans le vide, qui est effectivement l'état de l'opposition, si vous voulez, là. Et donc, en même temps, ce personnage est aidé largement par deux médias les plus importants de l'opposition, qui sont très bien regardés en Iran, c'est-à-dire l'Iran international et Manoto. Sans arrêt, ces deux médias-là, ils font de la communication et donc le discours, disons, concernant Reza Pahlavi. Et donc, Reza Pahlavi, aujourd'hui, même si cela n'est pas le choix de l'ensemble des manifestants, mais une partie des manifestants, effectivement, c'est d'accord avec lui. Et en même temps, sur le terrain, si vous voulez, on constate qu'il y a une certaine convergence pratique entre ceux qui pensent Reza Pahlavi et puis d'autres qui sont peut-être dans d'autres tendances. Mais à l'étranger, si vous voulez, on est divisé en deux, si vous voulez, y compris les républicains. Il y a des républicains qui, comme la gauche classique, qui est dans l'opposition totale, et d'autres républicains, comme par exemple moi, je pense que, non pas parce qu'on est monarchiste, mais parce que Reza Pahlavi a proposé une période de transition. Et une monarchie constitutionnelle. Et, non, pardonnez-moi, une période de transition, c'est-à-dire renversement du régime, deux, on continue dans une phase de transition, on organise à la fin donc une élection et à partir de l'élection, on définit la forme politique du pouvoir. D'accord, très bien, c'est bien de préciser. Merci de préciser tout ça. On reparle souvent, quand évidemment on parle de la figure de Reza Shah Pahlavi, on reparle évidemment, j'ai vu plein d'articles là-dessus, de l'affaire Mossadegh, la fameuse opération Ajax, souvent en disant d'ailleurs que les Iraniens ont pris conscience à cette époque-là des ingérences étrangères dans leurs affaires. Est-ce que c'est toujours le cas, cette figure de Mossadegh, Mossi comme on l'appelait aujourd'hui? Est-ce que les jeunes Iraniens connaissent Mossadegh? Ils ont entendu parler, mais ça n'a aucune importance dans leur vie. C'est fini, ça. C'est fini, là. Mossadegh reste, en fait, dans à la fois l'imaginaire des Iraniens et encore des catégories iraniennes, mais également surtout les politiques, si vous voulez, et comme un petit rappel, mais également le symbole, disons, qui a été écarté par les Américains, et le symbolisme, disons, d'un certain nationalisme iranien face aux ingérences américaines. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la société iranienne, n'a aucun impact. Aucun impact. Et donc, il existe des petits groupes qui se réclament toujours de Mossadegh, car Mossadegh, en fait, ils le définissent comme un certain patriotisme. Et son parti, ça s'appelait le Front National, si vous voulez, qui était une sorte de front regroupant d'autres groupes, etc. Mais ça, c'est du passé aujourd'hui. Voilà. Parce que là, actuellement, évidemment, il y a la figure de Trump, qu'on s'accordera à dire, qui est particulière, notamment, qui est unique. Moi, je voulais vous faire réagir. Le Venezuela, Donald Trump fait une intervention, capture le président Maduro, le traduit devant un tribunal de New York, mais laisse les structures en place. Alors aujourd'hui, on parle imaginons que Ali Khamenei, le guide suprême, soit amené à quitter le pouvoir. Trump, s'il s'accorde avec un de ces... Vous n'avez pas peur de ça? Que les Américains s'accordent avec encore un dictateur à partir du moment où c'est un bon dictateur et qui va dans leur sens, et que finalement, il n'y ait pas grand-chose qui change en Iran. Si on prend l'exemple vénézuélien, c'est quand même criant. Oui. Écoutez, les Iraniens, ils ont souffert beaucoup pendant ces 47 ans, dans tous les domaines, économiques, environnemental, politique, social, etc. Donc, il y a un besoin urgent pour les Iraniens d'en finir avec ce régime religieux au pouvoir. OK ? Deuxième point, dans beaucoup de messages qu'on a interprétés depuis 4 ans, depuis la Révolution Femmes et Liberté, véritablement le souhait de beaucoup d'Iraniens est orienté vers la démocratie.
vers la liberté, vers la place de la femme dans la nouvelle société, si vous voulez, là, mais également vers une gouvernance laïque, car aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de changements, et tous ces changements-là vont vers un pouvoir laïque pour demain concernant l'Iran. Mais alors, il y a ces souhaits, mais en même temps, il y a le jeu des acteurs, à la fois national, mais également international. Mais dans ce jeu des acteurs, il y a également le jeu américain, là. Mais également les rapports de force au sein du pouvoir. Est-ce qu'il y a une tentative de coup d'État, éventuellement, au sein du régime? Est-ce qu'il y a de la négociation entre, disons, les Américains et quelques éléments, donc, au sein du corps militaire, avec des réformateurs, par exemple? Il y a une personnalité qui est actuellement en prison, Tagerzadeh. Oui. Bon, on en parle, c'est pas du tout, disons, sollicité par la population, absolument pas, car il est considéré comme complice du régime, et le régime, il a été fâché, et donc il a mis en prison, c'est tout là. Et donc, et encore là, les Iraniens, si vous voulez, concernant Khomeini, beaucoup d'Iraniens, car on n'a pas de statistiques, mais beaucoup d'Iraniens souhaitent son arrestation et mettre devant un tribunal pour qu'il réponde à l'ensemble de ces crimes, à l'ensemble de ces pillages, à l'ensemble de cette destruction-là. Mais néanmoins, si jamais Khomeini il est éventuellement tué également, les Iraniens ils seront contents eux également là. Mais par rapport à ce que vous dites, l'avenir politique, le type de gouvernance, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on n'est pas dans la certitude. C'est-à-dire, en fait, on aimerait, les gens qui sont en mouvement, dans les mouvements, ils pensent qu'effectivement, ce qui a été dit par Reza Pahlavi, eh bien, sera concrétisé, tout va bien, etc. Mais néanmoins, attention là, il est possible qu'avec le nouveau pouvoir, mettons, c'est une hypothèse là, Reza Pahlavi là, de la part des pastorants, de la part des mollahs, ils ne vont pas le laisser comme ça, là. Ils sont capables également de provoquer des guerres civiles, également, là. Hein? Et donc, si vous voulez, on n'aime pas le modèle vénézuélien, on n'aime pas du tout ça. Beaucoup d'Iraniens qui le rejettent, si vous voulez, là. Mais en même temps, il espère un changement. Alors, le changement n'est pas véritablement bien défini. Mais tout simplement, il y a une idée globale qu'on va renverser le régime et pour cela, il faut de l'unité nationale. Et ensuite, effectivement, avec ce qui a été proposé par Reza Pahlavi, on va vers une sortie, disons, tranquille, entre guillemets. Alors, il y a aussi la question que les Américains, ce week-end, à la suite d'un coup de fil entre Steve Witkoff et Abbas Araghchi, respectivement donc, émissaire de Trump et ministre des Affaires étrangères iranien, on dit qu'ils restaient prêts à négocier, en particulier sur le nucléaire. Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture iranienne Fausse ouverture, comme d'habitude. Les mollahs sont toujours comme ça, des rusés, gagner du temps et n'ont rien cédé là. C'est la politique donc, du régime des mollahs en Iran. Là. Et donc, si vous voulez, ces derniers jours, le régime iranien à nouveau a commencé quelques contacts, quelques des négociations, mais c'était hier soir que j'ai entendu à nouveau dans les infos que Araghchi a annoncé avec une phrase comme quoi, eh bien, les Américains, ils ne sont pas pour une négociation comme il faut. C'est-à-dire, visiblement, et les Américains, ils savent. Alors, pourquoi il y a ce double jeu, peut-être, là? C'est-à-dire, à la fois se préparer militairement pour éventuellement faire une intervention ou bien des attaques ciblées, mais en même temps dire, venez, OK, vous nous avez sollicité, vous nous avez recontacté, on va discuter. Mais la discussion, c'est quoi exactement? Les Américains disent, il y a 4 conditions. Enrichissement nucléaire de l'uranium, 0. Le régime iranien a été
prêts pour accepter dans les 5%. OK ? 2, la politique des missiles, disons, complètement révisée. Disons, l'aide à l'ensemble de ces réseaux terroristes au Moyen-Orient, il faut que ça s'arrête. Et 4, rendez-nous les 400 kilos d'uranium. OK ? Alors, le régime iranien ne veut pas. Pour lui, c'est un problème existentiel. Il a toujours dissimulé pour faire cela. Et aujourd'hui, s'il accepte, c'est une défaite totale. Oui, alors, mais néanmoins, c'est vrai que... Abbas Araghchi parle de droit fondamental à l'enrichissement. Voilà, le droit fondamental, effectivement, il dit on a le droit d'avoir des activités civiles dans le domaine, disons, de l'enrichissement. Mais on n'est pas naïf. Il ne faut pas rester naïf, là. Attention, là. Pendant des années et des années, ils ont fait des gros investissements concernant l'activité, effectivement, dans le domaine de l'enrichissement nucléaire. Et pourquoi, si c'est du domaine civil, pourquoi on est monté à 20? Pourquoi on est monté à 40? Pourquoi on est monté à 60%? Et encore, ce qui est parfois évoqué dans certains rapports de l'agence, eh bien, il parle également des traces d'un enrichissement de l'uranium à 80%. Et donc, ils disent, c'est pas de moi. Et en même temps, ils dissimulent. Donc, c'est une évidence que le régime ment. Comme d'habitude, il voit qu'effectivement, il entend. Il y a le préparatif militaire qui est là. Et donc, effectivement, il dit, bon, on va faire un dernier geste. Il est possible, encore là, pardonnez-moi, je finis avec ça. Les Américains, si vous voulez, mettons, ils ont une attente ou bien un objectif d'obtenir ce qu'eux, ils veulent dans le domaine du nucléaire. Là. OK ? Et mettons encore cette hypothèse comme quoi le régime iranien accepte totalement les conditions américaines. D'accord. Mais est-ce que le peuple iranien, son attente et son objectif, c'est ça? Non. Le peuple iranien n'a pas cherché, n'aime pas du tout la politique nucléaire du régime. Mais le problème fondamental, c'est de renverser et d'effacer le régime iranien. Le régime en place en Iran. Là. Donc il y a une certaine convergence, si vous voulez, entre les Américains et le peuple, mais les objectifs quand même peuvent être très différents également là. Et que donc, si vous voulez, moi je ne crois pas du tout à la démarche de négociation avec ce régime qui est un régime tyrannique et menteur. Alors, en cas de guerre, moi je vais vous demander aussi votre avis sur l'état du potentiel balistique iranien qui a quand même été démontré, enfin dont on va dire, on a quand même vu pendant la guerre des 12 jours se déployer pour la première fois avec une telle intensité sur Israël, donc les missiles balistiques iraniens. On ne sait toujours pas exactement combien ils en ont. Il y a les fameuses villes missiles là, qui sont enterrées quelque part dans les montagnes. Certains experts estiment que les frappes d'Israéliens n'en auraient éliminé que seulement 10% de ce potentiel, et que, au contraire, les Iraniens auraient mis les bouchées doubles pour reconstituer ce potentiel de missiles. Est-ce que vous pensez que l'Iran est prêt à la guerre ? C'est vrai que le régime iranien a intensifié sa fabrication des missiles depuis la guerre de 12 jours. Ouais. C'est vrai, là. Ouais. On le sent. Et en même temps, bien évidemment, il y avait beaucoup des trucs un peu, de propagande en disant, les gens qui sont en Iran, systématiquement, tous les militaires, ils venaient nous raconter qu'effectivement, nous sommes en train de préparer, et nous sommes prêts maintenant, et vous allez voir ce que vous allez voir et tout ça. Mais néanmoins, il y a aussi une réalité, là. C'est-à-dire, ils sont allés encore plus loin dans la fabrication. Mais quand vous dites, effectivement, concernant le chiffre des missiles et tout ça, et les différentes catégories, là, car le régime iranien avait dit qu'on n'a pas utilisé, les gammes les plus, disons, encore plus efficaces. Oui. Hein? Mais il est possible. Mais le seul, disons, qui est bien informé, ce sont des Israéliens. De toute façon, là.
avec leurs agents qui sont au cœur donc, du système là. Hein. Alors certainement... Toujours selon vous Toujours selon vous, ils n'ont pas été... Bah oui, toujours. Toutes les tentatives, effectivement, à l'intérieur du régime pour tuer d'une manière ciblée les hauts responsables donc, des pastorants, les 30, également les ciblages concernant les endroits qu'ils ont fait des frappes, si vous voulez, eh bien ça, et quand vous savez très bien qu'il y a quelques années, quand les Israéliens, ils ont pris, disons, tous les documents du nucléaire en camionnette, et ils sont partis en Israël, donc effectivement, ils sont très bien informés, ils ont des agents, si vous voulez, le Mossad, il est présent. On avait dit que c'était beaucoup d'Indiens, enfin qu'il y a beaucoup de minorités qui s'étaient senties visées d'ailleurs en disant c'est des agents du Mossad, etc. Est-ce que l'Iran a redoublé sa surveillance, a essayé de démanteler, est parvenu à démanteler? Vous pensez qu'ils sont toujours là, les agents israéliens? Écoutez, on a entendu à plusieurs reprises qu'un certain nombre d'agents ont été pendus. Le motif, jugé par leur, disons, tribunal, et l'espionnage pour, disons, les Israéliens. Mais il n'y a aucune preuve. Et véritablement, si ces gens-là, en fait, ont été contestés, le motif qui a été évoqué par le tribunal, par leur famille également, là. Ils ont dit c'est faux, c'est du mensonge, si vous voulez, là. Et donc, on n'a pas véritablement d'informations comme quoi est-ce que le nombre de ces agents ont été diminués ou pas. Non. Et peut-être qu'ils sont bien organisés. Et donc, jusqu'à maintenant, effectivement, nous n'avons aucun élément d'information concernant la démolition, disons, de ce système d'espionnage israélien à l'intérieur du modèle politique iranien. Les Iraniens, d'ailleurs, en sont parfaitement conscients. Il y avait, on va dire, une blague qui circulait à Téhéran au moment de la guerre des 12 jours. Personne ne savait où était le guide suprême, sauf le Mossad. Voilà ce que disaient les Iraniens. Oui, Iraniens de la rue. Voilà. Absolument. On avait des hypothèses comme quoi peut-être qu'il s'est caché sous la tombe donc, du 8e imam à Mashhad. Peut-être que dans un autre endroit également. Mais également, après, ils ont évoqué, d'une certaine manière, il y avait des tunnels, comme ce qui s'est passé avec des tunnels de Hamas. À Téhéran même, il y a également des tunnels, etc. Mais c'est vrai que certainement, les Israéliens étaient bien informés par rapport... Et d'ailleurs, ça a été dit par les Américains également. Quoi. Et le président américain, il a dit, quelque temps après, on savait où vous êtes là. Hein. Et donc, ils ont pas mal d'informations. Mais néanmoins, si vous voulez, actuellement, maintenant, Khamenei, il est où là? Il y a eu effectivement une manifestation, pour faire une intervention dans une salle complètement fermée, si vous voulez, là, et que cela n'est pas on peut très bien organiser le transfert de cette personne-là dans les tunnels, par d'autres moyens, mais certainement, actuellement, il est caché aussi. Et il a fait d'ailleurs un discours qui était assez... pas dire identique, mais qui ressemblait beaucoup à ceux précédents qu'il avait fait. Donc voilà. Une dernière question, cette chute du régime, si elle a lieu, aura forcément des conséquences sur une région qui est quand même, le Moyen-Orient, déjà bien abîmée. Comment vous voyez les choses se faire? Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? Ou même, on parlait du nucléaire iranien, que des ultras du régime, voyant la fin s'approcher, fassent usage de ce nucléaire. On peut fabriquer des bombes sales. On dit que l'enrichissement aurait atteint la capacité de fabriquer 3 bombes atomiques. Vous croyez qu'il peut y avoir 9, vous voyez? Donc, comment vous voyez les choses? Écoutez, c'est vrai que une des causes essentielles, la cause essentielle du malheur des Iraniens, c'est le régime. Le régime islamiste qui est, à mon avis, un régime totalitaire islamiste. Au niveau du Moyen-Orient, depuis son arrivée au pouvoir, pourquoi il a créé le Hezbollah en 1982 ? Pourquoi il a aidé largement tous les groupes effectivement terroristes pour créer des menaces permanentes, à la fois contre les Israéliens, mais également
concernant les pays arabes également là. Hein. Et au niveau international, son terrorisme, ses menaces, les assassinats des membres de l'opposition, ça a été la ligne continue jusqu'à maintenant. Alors, si le régime il tombe, eh bien, au niveau donc des réseaux terroristes au Moyen-Orient, là, puisqu'ils ont été pour une bonne partie détruits par les Israéliens, donc légèrement c'est un peu limité à mon avis là. Mais malgré cela, il faut rester vigilant. Mais les Hashad al-Sha'bi qui est en Irak, si vous voulez, il est dans un bon état. Mais néanmoins, il y a aussi le contrôle américain à travers le gouvernement irakien là. Mais néanmoins, ils sont très actifs, ils reçoivent l'argent donc, du régime islamiste. Et d'ailleurs, au passage, 800 d'entre eux ont été implantés en Iran depuis le démarrage de cette révolution pour participer massivement à la répression des Iraniens. Donc il y a ça. Mais néanmoins, si vous voulez, là, est-ce que les pastorants ils peuvent passer à la fabrication des bombes sales, etc. Et encore... on parle, bien évidemment, dans certains médias, mais c'est encore des Israéliens qui savent éventuellement quel est le degré de la certitude par rapport à cela. Mais néanmoins, si le régime il tombe, il y a certainement des tempêtes ou des actions armées du terrorisme qu'il faut attendre au niveau du Moyen-Orient également. Là. Non seulement en Iran, mais également au Moyen-Orient, car il y a également des réseaux en partie, disons, abîmés, mais quand même des réseaux dormants également, y compris en Europe également. Là. Et donc, par exemple, est-ce que le terrorisme islamique va être réactivé à nouveau avec la chute, effectivement, du régime? Tout est possible. Donc, il faut envisager le maximum de protection à la fois des citoyens, mais également du système au Moyen-Orient, mais également en Europe, car ce régime-là, tant qu'il est encore au pouvoir, même s'il tombe, il y a toujours ses fidèles, son argent et ses armements qui peuvent fonctionner. Et donc, effectivement, il faut rester très, très vigilant. Didier Idjadi, merci beaucoup pour vos éclaircissements et vos informations sur la situation dans votre pays, l'Iran. Merci d'avoir été présent sur Omerta. Merci. Quant à vous, merci. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je suis iranien, mais je suis un intellectuel franco-iranien. Franco-iranien, d'accord. Merci en tout cas d'être venu. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la prochaine fois pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis portez-vous bien. À très bientôt.